Sonobook présente, avec l'autorisation de Moira Harrison, Soleil vert de Harry Harrison. Traduction française de Emmanuel de Moratti, tout droit réservé. Interprété par Frédéric Knepp. New York, août 1999. Au milieu d'une population de 35 millions d'hommes qui a retrouvé les fléaux et les grandes peurs du Moyen-Âge, un jeune policier, Andrew Rush, recherche l'auteur du meurtre de Mike O'Brien, un des gros bonnets du marché noir. Mais pourquoi poursuivre un criminel quand on sait que la victime méritait 1000 fois la mort? Comment faire respecter la loi et l'ordre quand on est soi-même talonné par la solitude, l'angoisse et le désespoir? Au cours d'une enquête mouvementée, alors qu'à la veille de l'an 2000, la ville est infestée par les prophètes du malheur, Andrew Rush va découvrir sur quoi se fonde la puissance des maîtres du futur. Alliant la tradition du roman noir au sortilège du space opéra, Le Soleil vert est un grand voyage au cœur d'un avenir possible, peut-être inévitable. De ce roman de Harrison, la Metro-Goldwyn-Mayer a tiré un grand film mis en scène par Richard Fletcher et dont la vedette est Charlton Heston. Conseiller technique du film, le professeur Bowerman écrit « J'ai accepté de servir de conseiller technique pour Le Soleil vert parce que j'estime que ce film offre une image réaliste de notre avenir. J'ai la ferme conviction qu'une croissance démographique sauvage, s'ajoutant à la pollution croissante de l'atmosphère et des mers, constitue le problème le plus grave que l'humanité ait présentement à résoudre. Si l'univers continue d'être pollué et surpeuplé, il en résultera inévitablement des bouleversements considérables dans notre mode de vie, une prolifération de crimes, de meurtres, de révoltes, et un état général de misère et de famine. À moins que des mesures soient prises dès maintenant, nos cités déborderont bientôt de chômeurs réduits au vagabondage et dépendant pour leur subsistance de l'aide du gouvernement. Les commodités auxquelles nous sommes accoutumés, l'électricité, la lumière, la chaleur, etc., ne seront plus disponibles. Les sous-sols du métro deviendront de vastes dortoirs. Des véhicules, désormais inutilisables, encombreront les rues et les transports aériens seront paralysés. Certains pays, comme l'Inde, ont déjà atteint le point critique. À New Delhi, 50 000 hommes et femmes vivent et dorment dans les rues. Les fourgons emportent chaque matin des centaines de cadavres. Les statistiques concernant Bombay et Calcutta sont encore plus effrayantes. Les conséquences d'une attitude de laisser-faire seraient désastreuses. Je suis en désaccord radical avec ceux qui soutiennent que la Terre peut supporter indéfiniment la croissance démographique présente. Nos réserves nutritives s'épuisent. Nos océans se meurent. Notre atmosphère devient chaque jour plus impure et nos ressources minérales sont exploitées largement au-delà des limites raisonnables. Certains prétendent que de tels propos ne sont pas fondés et que ces craintes sont excessives. En tant que spécialiste de l'environnement, j'insiste sur le fait qu'elles sont justifiées. Il est encore temps de faire marche arrière et d'agir. Dans le cas contraire, le soleil vert cesserait d'être un simple avertissement. Il deviendrait l'épitaphe de l'humanité. Prologue. En décembre 1950, le président des États-Unis, Dwight D. Eisenhower, déclarait « Aussi longtemps que je serai là, ce gouvernement n'aura pas de doctrine politique ferme sur le problème du contrôle des naissances. Ce n'est pas notre affaire. » Depuis cette époque, ça n'a été l'affaire d'aucun autre gouvernement américain. En 1950, avec seulement 9% de la population mondiale, les États-Unis consommaient 50% des matières premières du globe. Ce pourcentage continue à s'élever et au taux de croissance actuel, les États-Unis consommeront dans 15 ans plus de 83% des ressources annuelles du monde en matières premières. À la fin du siècle, si notre population continue à s'accroître au même rythme, ce pays aura besoin de plus de 100% des ressources de la planète
pour maintenir nos standards de vie habituels. C'est une impossibilité mathématique, sans compter le fait qu'il y aura alors 7 milliards d'hommes sur Terre et que peut-être ils aimeront avoir eux aussi des matières premières. Dans ces conditions, à quoi l'univers ressemblera-t-il ? Première partie. Lundi 9 août 1999. New York. Volé à des Indiens trop confiants par de rusés Hollandais. Pris aux Hollandais par des Anglais belliqueux. Repris enfin aux Anglais devenus pacifiques par les colons révolutionnaires. Il y a des dizaines d'années que l'on a brûlé ses arbres, rasé ses collines, comblé et drainé ses lacs. Ces sources d'eau pure ont été emprisonnées sous terre pour être déversées directement dans les égouts. Lançant depuis son île natale des tentacules urbanisés, la ville est devenue une mégalopolis qui couvre la moitié d'un archipel, longeant l'Hudson River du côté nord-américain. L'ancêtre, c'est Manhattan, une plaque de granit primaire et de roches métamorphiques bordée de tous côtés par l'eau, plantée comme une araignée de pierre au milieu de sa toile, réseau de ponts, de tunnels, de câbles et de rails. Incapable de s'épandre à l'extérieur, Manhattan s'est contractée sur elle-même, se nourrissant de sa propre chair, abattant les vieilles constructions pour en élever de nouvelles de plus en plus hautes, jamais assez hautes pourtant, car il ne semble pas y avoir de limite à l'accroissement des hommes. Ils se compressent, venant de partout pour y élever leurs familles, les familles des enfants de leurs enfants, jusqu'à ce que la ville soit peuplée comme aucune ville ne l'a jamais été dans l'histoire du monde. Par cette chaude journée d'août de l'année 1999, il y a, à quelques milliers près, 35 millions d'hommes à New York. Chapitre 1. Le soleil d'août se frayait un chemin par la fenêtre ouverte et venait brûler les jambes nues d'Andrew Rush jusqu'à ce que l'inconfort de cette position le fasse revenir des profondeurs de son sommeil. Lentement, il prit conscience de la chaleur, de sa moiteur et de la rugosité du drap sur lequel il reposait. Il se frotta les paupières, puis resta là, regardant le plâtre craquelé et taché du plafond, à moitié éveillé seulement, ne sachant même pas où il était pendant ses premiers instants de réveil, bien qu'il vécût dans cette pièce depuis plus de 7 ans. Il bâilla, et la sensation d'étrangeté s'évanouit tandis qu'il attrapait la montre posée sur sa chaise à côté du lit. Il bâilla de nouveau, tout en clignant de l'œil pour apercevoir les aiguilles difficiles à localiser sous le cadran rayé. 7 heures du matin. Il y avait un petit chiffre 9 au milieu du petit cadran carré. Lundi 9 août 1999. Et déjà une chaleur de fournaise. La ville déjà plongée dans la vague torride où New York cuisait et s'asphyxiait depuis 10 jours. Andy essuya la transpiration qui perlait à son côté, mit ses jambes à l'écart du soleil, puis remonta l'oreiller sous sa tête. De l'autre côté de la mince cloison qui divisait la pièce en deux, venait un ronflement mécanique qui s'enfla jusqu'à devenir un bourdonnement aigu. « Jour !» cria-t-il en essayant de couvrir le bruit. Il se mit à tousser. Toussant toujours, il se leva comme à regret et traversa la pièce pour se servir un verre d'eau au réservoir suspendu au mur. L'eau coula en un mince filet de couleur trouble. Il l'avala, puis donna un coup de poing sur le cadran du réservoir. L'aiguille oscilla et s'arrêta au mot « vide ». Il faudrait le remplir. Il fallait qu'il voie ça avant d'aller à 4 heures signer au commissariat. La journée était commencée. Une glace en pied, rayée du haut en bas par une fissure, était fixée sur le devant de la grosse armoire. Il se regarda en frottant sa joue râpeuse. Personne ne devrait se regarder le matin quand il est nu et dévoilé, décida-t-il avec dégoût, en fronçant les sourcils à la vue du blanc cadavérique de sa peau et de ses jambes arquées, généralement cachées par son pantalon. Comment s'était-il arrangé pour avoir les côtes saillantes comme celles d'un cheval affamé, et en même temps un ventre proéminent? Il se pinça la peau et décida que ce devait être son régime sédentaire,
cette habitude d'être perpétuellement planté sur une chaise. Mais, au fond, son visage n'avait pas l'air gras. Son front reculait un peu plus chaque année, mais depuis qu'il portait les cheveux coupés courts, ça ne se remarquait pas trop. « Tu as à peine dépassé 30 ans, se dit-il, et déjà des rides autour des yeux, et tu as un trop grand nez. » Il ne restait plus qu'un seul slip dans le tiroir et il l'enfila. Il y avait une autre chose à se rappeler aujourd'hui, la lessive. On entendait toujours les mêmes gémissements aigus de l'autre côté de la cloison. Il poussa la porte de communication. « Tu vas avoir un infarctus, Sol », dit-il à l'homme à la barbe grise qui, perché sur une bicyclette sans roue, pédalait avec une telle ardeur que la sueur coulait le long de son torse jusqu'à la serviette nouée autour de sa taille. « Jamais d'infarctus », dit Salomon Kane en reprenant laborieusement son souffle. « Je fais ça quotidiennement depuis si longtemps que mon cœur serait perdu si j'arrêtais. Et pas de cholestérol dans mes artères non plus. L'alcool qui circule régulièrement en prend soin. Et pas de cancer du poumon puisque je ne fume plus. Et d'ailleurs, je n'en ai pas envie. Et à 75 ans, pas d'ennui de prostate du fait que... Sol, s'il te plaît, épargne d'horribles détails à un estomac. Il te reste un cube de glace ? Prends-en 2. La journée est chaude. Et ne laisse pas la porte ouverte trop longtemps. Andy ouvrit le petit réfrigérateur au coin du mur, retira rapidement le conteneur en plastique de margarine, attrapa 2 cubes de glace qu'il laissa tomber dans un verre, puis claqua la porte. Il remplit le verre avec l'eau du réservoir du mur et le posa sur la table avec la margarine. « Tu as déjà mangé ?» demanda-t-il. « Je te rejoins. Maintenant, j'ai besoin de me retaper. J'ai écouté les nouvelles de 6 heures. Les vieux organisent une marche de protestation aujourd'hui sur le quartier général des vivres. C'est là que tu verras des infarctus. » « Je ne verrai rien, Dieu merci. Je ne travaille pas avant 4 heures, et Union Square n'est pas dans notre circonscription. » Il ouvrit la boîte à pain et attrapa un cracker rouge et carré, puis poussa la boîte vers Sol. Il étala une fine couche de margarine et prit un morceau, se pinçant le nez tout en mâchant. « Je crois que cette margarine est tournée. »« Comment veux-tu le savoir ?» grogna Sol en mordant un cracker sec. « Tout ce qui est fait à base de blanc de baleine et d'huile de moteur est tourné d'avance. »« Maintenant tu te mets à parler comme un naturiste, » répondit Andy en faisant passer son cracker avec une gorgée d'eau froide. « Les matières grasses pétrochimiques ont à peine un goût, et tu sais bien qu'il n'y a plus de baleine. Donc, ils n'utilisent pas le blanc, c'est une bonne huile chloralée. Les baleines, le plancton, l'huile de hareng, tout ça, c'est pareil. J'évite tout ça, et ainsi, il ne me pousse pas de nageoire. » On frappa à la porte, et il se mit à grogner. « Pas encore 8 heures et ils sont déjà sur votre dos. »« C'est peut-être autre chose, » dit Andy en se dirigeant vers la porte. « Ça pourrait, mais ça n'est pas. Tu sais aussi bien que moi que c'est le coursier. Je te parie des dollars contre des bonbons que j'ai raison. Tu vois ?» Il hocha la tête, tristement satisfait, quand Andy ouvrit la porte et qu'ils virent le coursier, maigre et pieds nus, qui se tenait dans le hall sombre. « Qu'est-ce que vous voulez, Woody ?» demanda Andy. « Je cherche pas d'histoire. » Woody zozotait et mâchait du chewing-gum. Il avait à peine 20 ans, et déjà plus une dent dans la bouche. « Le lieutenant a dit de porter ça, alors voilà !» Il tendit à Andy le message qui portait son nom écrit au recto. Andy se tourna vers la lumière pour l'ouvrir. Il déchiffra les pattes de mouche que le lieutenant avait tracées sur l'ardoise, puis, après avoir apposé à la craie ses initiales au bas du message, il le rendit au coursier. Il ferma la porte derrière lui et retourna finir son petit déjeuner d'un air pensif. « Ne me regarde pas comme ça, » dit Sol. « Ce n'est pas moi qui ai envoyé le message. Est-ce que j'ai tort en pensant que ce n'est pas la meilleure des nouvelles ? Ce sont les vieux. Ils bloquent déjà la place et le commissariat a besoin de renfort. Mais pourquoi toi ? Ça a l'air d'un boulot pour chien de chasse. » « Chien de chasse. Où vas-tu chercher cet argot médiéval ? Évidemment, ils ont besoin de policiers en tenue pour la foule, mais il y a aussi des inspecteurs.
pour choper les provocateurs patentés, les pickpockets, les voleurs à la tire et tout le reste. Il va y avoir des morts dans ce parc aujourd'hui. Il faut que j'y sois vers 9 heures. J'ai encore le temps d'aller chercher de l'eau. Andy enfila lentement son pantalon et une chemise de sport trop large, puis mit à chauffer une bassine d'eau sur la fenêtre. Il attrapa les 2 jerrycans de 10 litres et sortit. Sol était devant la télévision, plissant les yeux, en regardant par-dessus la monture de ses lunettes démodées. « Je te prépare quelque chose à boire pour quand tu rentreras ou bien il est trop tôt ? » « Tel que je me sens aujourd'hui, ce ne sera pas trop tôt, sûrement pas. » Le hall, une fois qu'il eut fermé la porte, était noir comme de l'encre. Il longea avec précaution le mur jusqu'à l'escalier, lâchant un juron en manquant de s'étaler sur un tas d'ordures. 2 étages plus bas, on avait percé une fenêtre, et il passait assez de lumière pour qu'il puisse trouver son chemin le long des 2 derniers étages. Après le froid humide des couloirs de l'immeuble, la chaleur de la 25e rue le frappa comme une vague de moisissure, un ramassis de miasmes fait de décomposition. Saleté, une humanité sans soin. Il dut se tailler une route parmi les femmes qui emplissaient déjà les pas de porte, marchant avec soin pour éviter les enfants qui jouaient à ses pieds. Le trottoir était encore à l'ombre, mais tellement rempli de monde qu'il marchait sur la chaussée, bien éloigné du bord afin d'éviter les ordures et les déchets entassés. Les grandes chaleurs avaient ramolli le macadam qui collait à la semelle de ses chaussures. Il y avait la queue habituelle au point d'eau du coin de la 7e avenue, mais elle se dispersa quand il l'atteignit. Andy vit que le policier de service fermait à clé la porte de métal. « Qu'est-ce qui se passe ? Je croyais que c'était ouvert jusqu'à midi. » Le policier se retourna, la main restant machinalement près de son revolver, jusqu'à ce qu'il ait reconnu l'inspecteur de sa propre circonscription. Il rejeta sa casquette en arrière pour essuyer la sueur de son front du revers de la main. « Ordre du brigadier. Tous les points d'eau fermés pour 24 heures. Le niveau du réservoir est bas à cause de la chaleur. On doit économiser l'eau. » « Fichues instructions, » dit Andy en regardant la clé toujours à la serrure. « Je pars pour le service maintenant. Ça veut dire que je ne vais pas boire pendant 2 jours. » Après avoir soigneusement regardé autour de lui, le policier déverrouilla la porte et attrapa l'un des jerrycans d'Andy. « Un seul devrait vous suffire. » Il le mit sous le robinet jusqu'à ce qu'il soit plein, puis baissa la voix. « Ne le répétez pas, mais on dit qu'il y a eu un autre dynamitage de l'aqueduc dans la région nord. » « Encore ces fermiers ? » ?»« Sans doute. J'étais de garde là-bas avant de venir à la circonscription. C'était dur. Ils vous feraient sauter en même temps que l'aqueduc. Sans problème. Ils disent que la ville leur vole leur eau. »« Ils en ont assez, » dit Andy en empoignant son chargement. « Plus que ce dont ils ont besoin. Et il y a 35 millions de gens ici qui ont sacrément soif. »« Ça, qui pourrait le nier ?» dit le flic en claquant la porte qu'il verrouilla à double tour. Andy prit le chemin du retour au milieu de la foule des passants. Il passa d'abord dans la cour. Toutes les toilettes étaient occupées. Quand finalement il put pénétrer dans une des cabanes, il emporta les jerrycans avec lui. L'un des gosses, qui jouait sur le tas d'ordures contre la palissade, les aurait sûrement volés s'il les avait laissés sans surveillance. Quand il eut une fois de plus monté ses escaliers et ouvert la porte, il entendit le bruit bien net des cubes de glace s'entrechoquant dans un verre. « C'est la 5e symphonie de Beethoven que tu joues là ? » ?»« C'est mon air favori, » dit Sol en sortant 2 verres glacés du réfrigérateur. Avec l'air d'accomplir une cérémonie, il jeta un petit oignon dans chaque verre. Il en passa un à Andy, qui aspira soigneusement le liquide glacé. « Quand je goûte un de ces trucs-là, Sol, je finis presque par croire que tu n'es pas dingue du tout. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un Gibson ? » ?»« Un secret perdu au cours du temps. » « Merci, » dit Andy en finissant son verre. « La journée a l'air déjà meilleure. » Le soleil était plus haut maintenant, et la chaleur montait de la rue, ruisseau de goudron coulant dans une vallée de béton. L'ombre était plus réduite, et l'escalier était si encombré qu'il eut du mal à quitter le pas de la porte. Il poussa avec précaution une fille au nez rouge, vêtue d'un t-shirt d'étoffe grossière, et descendit une marche. Les femmes, décharnées, passaient à côté de lui avec des airs dégoûtés, en l'ignorant. Mais les hommes le regardaient avec un air de haine froide sur le visage.
Ceci leur donnait une apparence semblable, comme s'ils étaient tous membres de la même famille en colère. Andy accrocha son pas au dernier, et quand il atteignit le trottoir, sauta par-dessus la jambe d'un vieillard allongé là de tout son long. Il avait l'air mort, et aurait pu l'être sans que personne ne s'en occupe. Son pied était nu et sale. Une ficelle reliait sa cheville à un bébé nu, assis un peu plus loin sur le trottoir, mâchant un déchet de matière plastique. Le bébé était aussi sale que l'homme, et la ficelle était enroulée autour de sa poitrine, juste sous les aisselles, à cause de son ventre lourd et gonflé. Le vieillard était-il mort? Il est vrai que ça n'avait guère d'importance. Son seul boulot dans la vie était de servir de point d'ancrage au bébé, et il faisait ça aussi bien mort que vivant. « Seigneur, je suis morbide ce matin. Ça doit être la chaleur, pensa Andy. C'est cet été sans fin et tous ses soucis. On dirait qu'ils se suivent à la queue leu-leu. D'abord la chaleur, ensuite la sécheresse, les magasins pillés, et maintenant les vieux. Ils étaient dingues de sortir aujourd'hui. Ou peut-être le temps les avait-il rendus fous. Il faisait trop chaud pour réfléchir. » Quand il tourna le coin de la rue, toute la longueur de la 5e avenue avait l'air d'être en feu, et il sentit la violence du soleil sur son visage et ses bras. Sa chemise lui collait déjà dans le dos, et il n'était même pas encore 9h moins le quart. Il faisait meilleur sur la 23e rue, en longeant l'ombre du métro suspendu. Il marcha lentement dans l'obscurité en gardant un œil sur la circulation des charrettes à bras. Autour de chaque pilier du viaduc, un petit noyau de gens, cramponnés comme des coquillages, étendaient leurs jambes presque à portée des voitures. Au-dessus, il y eut le bruit sourd d'un camion qui passait sur le viaduc, et il aperçut un peu plus loin un car garé devant le commissariat. Des policiers en uniforme grimpaient lentement à l'arrière, et le commissaire Gracioli se tenait près de la cabine en parlant au brigadier. Il fronça les sourcils en apercevant Andy, et un tic nerveux agita sa paupière gauche, comme un clignement de colère. « Il est bien temps de vous pointer, Rush », dit-il en inscrivant une marque sur son carnet. « C'était mon jour de congé, chef. Je suis venu dès que le coursier est passé. » Il fallait se défendre contre Gracie, sinon il vous rentrait dedans. Il avait des ulcères, du diabète et le foie en piteux état. « Un flic est en service 24 heures sur 24, alors fichez-moi votre carcasse dans ce car. Et vous et Kulotzik, vous avez intérêt à me ramener quelque chose. J'ai eu des plaintes de Center Street. »« Oui, chef, » dit Andy au commissaire qui lui tournait le dos pour rentrer au local. Andy grimpa les 3 marches qui menaient à la porte arrière et s'assit sur la banquette à côté de Steve Kulotzik, qui somnolait depuis le départ du commissaire. C'était un type solide, dont on ne savait s'il était gras ou musclé. Il portait un pantalon de coton froissé et une chemise à manches courtes comme celle d'Andy, son pan de chemise flottant également pour cacher le revolver et l'étui. Il ouvrit l'œil et poussa un grognement quand Andy s'installa à côté de lui, puis se laissa aller de nouveau au sommeil. Le démarreur poussa des plaintes pendant un bon moment, jusqu'à ce qu'enfin le gazoil de mauvaise qualité arrive jusqu'au moteur qui se mit lentement en marche en frémissant. Les policiers en uniforme étaient assis de côté sur des bancs. Ils pouvaient ainsi s'aérer au vent de la route et observer en même temps les rues encombrées de passants. La police n'était pas populaire cet été-là. Si on leur jetait quelque chose, ils voulaient avoir le temps de le voir venir. Une soudaine vibration parcourut le car tandis que le chauffeur rétrogradait et klaxonnait. Se forçant un passage parmi la foule et le fourmillement des multitudes de charrettes à bras. Près de Madison Square, de son marché aux puces et de son village de toile, les gens marchaient sur la chaussée. Quand ils arrivèrent à la ville basse, les vieux étaient déjà là, en force, ne se pressant pas de faire un passage au car. Les policiers assis les regardaient avec indifférence alors qu'ils avançaient parmi la multitude en marche. Des têtes grises, chauves, la plupart appuyées sur des cannes. L'un d'eux, barbu, marchait sur des béquilles. Beaucoup de fauteuils roulants. Quand ils arrivèrent à Union Square, le soleil, maintenant dégagé de l'obstacle des bâtiments, les brûla implacablement. « C'est de l'assassinat !» cria Steve Kulotzik en descendant du car.
Sortir tous ces vieux gâteux par la chaleur, ça va en tuer la moitié. Il fait au moins 35 au soleil. Il faisait 34 à 8 heures. Les toubibs sont là pour ça, dit Andy en désignant de la tête un groupe d'hommes en blanc qui déchargeaient des brancards à côté d'un camion du service des hôpitaux. Les policiers se disposèrent devant la foule qui avait déjà envahi le parc, regardant vers le podium disposé au centre. Un grattement amplifié et un ronflement rapidement maîtrisé. On essayait les haut-parleurs. « Record battu », dit Steve en examinant la foule attentive. « J'ai entendu dire que les réservoirs sont si bas qu'il y a quelques points d'eau complètement à sec. Ça et les pecnos qui se remettent à dynamiter. » Le bruit de fond des haut-parleurs fut couvert par l'écho de tonnerre d'une voix amplifiée. « Camarades, mes amis, mesdames, chers membres des vieux Américains, je demande votre attention. J'ai commandé quelques nuages pour ce matin, mais il semble que l'ordre n'ait pas été transmis. » Un murmure d'appréciation monta du parc. Il y eut quelques applaudissements. « Qui est-ce qui parle ?» demanda Steve. « C'est Reeves. Celui qu'ils appellent Kid Reeves, parce qu'il a seulement 65 ans. En ce moment, c'est le chargé d'affaires des vieux, mais il deviendra leur président l'année prochaine s'il continue comme ça. » Ces mots furent couverts par la voix de Reeves, qui s'élevait de nouveau dans l'air torride. « Mais nous avons assez de nuages dans notre vie. Nous pouvons peut-être alors rester sans nuages dans le ciel. » Cette fois, il y eut une pointe de colère dans la réponse grommelée par la foule. « Les autorités disent qu'on ne peut pas travailler, quelle que soit notre force et nos capacités. Ils ont pris la décision mesquine, insultante, misérable, de nous faire vivre de nos rentes. Mais l'argent vaut de moins en moins cher chaque année, chaque mois, presque chaque jour. » « Voilà le premier, » dit Andy en montrant un homme dans la foule qui tombait sur les genoux en se tenant la poitrine. Il allait s'élancer, mais Steve Kulodzik le retint. « Laisse ça pour eux, » dit-il en montrant 2 médecins qui s'avançaient déjà. « Attaque cardiaque ou insolation, et ce ne sera pas le dernier. Allons-y, promenons-nous dans la foule. » Une fois de plus, nous sommes appelés à nous unir. Les forces qui ont amené l'accroissement de la pauvreté, de la faim, la flambée des prix à effacer. Il ne semblait y avoir aucune commune mesure entre la petite silhouette au loin sur le podium et la voix qui tonnait tout autour. Les 2 policiers se séparèrent et Andy poursuivit lentement son chemin dans la foule. « Nous n'accepterons plus les produits de 2e choix, de 3e choix ou de 4e choix qu'on nous offre en ce moment. Nous n'allons plus accepter le coin pourri d'un foyer pour y somnoler et y crever de faim. Nous sommes un élément vital, ou plutôt, je dirais que nous sommes l'élément vital de la population. Un réservoir d'expérience, de sagesse, de jugement. Laissons la mairie, Albany et Washington faire ce qu'ils veulent, mais qu'ils se méfient, parce qu'au moment du dépouillement des bulletins de vote, ils découvriront... » Les mots tombaient en rafale sur la tête d'Andy, mais il n'y faisait pas attention. Il avançait entre les rangées douloureusement attentives des vieux, le regard en alerte, à travers cet océan de bouches sans dents, de joues grises et d'yeux vitreux. La pègre n'était pas là. Le commissaire s'était trompé, les pickpockets connaissaient quelque chose de mieux que ce genre de foule. Fauchés comme les blés, ces gens-là. Tous. Quant aux exceptions, ils devaient serrer leur fortune dans des vieux porte-monnaies contre leurs sous-vêtements. Il y eut un mouvement de foule, et 2 jeunes garçons pénétrèrent en riant et en se faisant des crocs en jambes, jouant à celui qui tomberait le premier. « Ça suffit », dit Andy en se plantant devant eux. « Calmez-vous et sortez du parc, les gars. Il n'y a rien pour vous ici. »« Quoi ? Qui c'est qui va nous dire de... »« C'est la loi qui le dit », leur lança Andy en sortant son pétard de sa poche et en le levant d'une façon menaçante. « Circulez !» Ils se retournèrent sans un mot et sortirent de la foule. Il les suivit un moment pour s'assurer qu'ils partaient vraiment. « Des gosses, pensa-t-il en rengainant son revolver. 10 ou 11 ans, mais il fallait les surveiller de près. Il ne fallait pas leur laisser l'avantage, faire attention à ne pas leur montrer le dos. S'ils étaient assez nombreux, ils vous fichaient par terre et vous tailladaient avec des bouts de verre comme ils avaient fait avec le malheureux Taylor.
Quelque chose semblait posséder les vieillards. Ils s'étaient mis à osciller de droite à gauche, et quand la voix du haut-parleur se taisait par instants, on entendait des cris derrière le podium. Il semblait y avoir des troubles, et Andy accéléra son allure. La voix de Reeves se tut brusquement. Les cris étaient plus violents, et on entendait du fracas de verre brisé. Une voix nouvelle sortit du haut-parleur. « Ici la police. Je vous demande de vous disperser. Le meeting est terminé. Prenez la sortie nord de la place. » Un cri de fureur couvrit la voix de l'orateur, et les vieux s'avancèrent poussés par une vague d'excitation. Mais les cris se calmèrent, et on put entendre de nouveau la voix de Reeves. « Mes amis, calmez-vous maintenant. Je veux que vous preniez... » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.